Didier Deplège vous présente cette émission. Alex la réalise. Notre invité aujourd'hui est Gérard Deforges. Il est enquêteur non professionnel. Ça n'existe pas vraiment, les enquêteurs professionnels. Il est amateur et bénévole pour Lumière dans la nuit et pour la Banque OVNI. La Banque OVNI, vous connaissez sûrement à travers Franck Marie, qui a été notre invité à 2 ou 3 reprises déjà. Gérard Deforges va nous exposer plusieurs cas et à travers ces différents témoignages, nous percevons quel est ce rôle d'enquêteur qui rapporte dans des journaux sur support papier, mais qui est armé de son magnétophone, se rend au domicile des personnes qui se décident à communiquer. Et parmi ces différentes enquêtes, il a eu, je dirais, le privilège d'aborder ce monsieur D à Aravilliers, tout près de Paris, du moins en région parisienne, et il a recueilli à plusieurs reprises, ça s'est passé en plusieurs étapes, il a recueilli son témoignage, et il est à noter, on l'apprendra vers la fin, que un certain Jacques Vallée s'est intéressé au phénomène, de même qu'un certain monsieur Velasco du CEPRA. C'est une affaire dont on n'a pas amplement parlé sur cette antenne depuis le début de cette émission, et pourtant, elle mérite tout votre intérêt, toute votre attention. Pour ceux qui ont vu le film Rencontre du troisième type de Spielberg, c'est à peu près de ce niveau, puisque l'objet qui s'est manifesté présente des caractéristiques étonnantes. Le témoin a pu les observer très attentivement. L'objet fait environ 45 mètres de diamètre et il y a 5 témoins pour cette affaire. Il s'agit aussi de personnes qui ont des professions si sérieuses qu'elles doivent garder l'anonymat sous peine de mettre en balance le poste qu'elles occupent, chacune dans son domaine. Un cas vraiment sérieux, très documenté, qui représente une quarantaine de pages dans Lumière dans la nuit. Lorsqu'il est publié, rendez-vous compte, imaginez-vous la consistance de ce dossier. 349 et 352. Je précise aussi que M. D, principal témoin, a senti que ce phénomène lui était destiné, tout particulièrement qu'il devait porter une forme de message sur lequel Gérard Deforges va naturellement développer. Et ce qui m'a surpris, c'est que M. D, ne sachant pas dessiner, a pris la peine de suivre des cours de dessin afin de pouvoir témoigner, tellement c'était devenu important pour lui. Je vous laisse en compagnie de Gérard Deforges pour ce récit important, l'affaire d'Aravilliers. Oui, alors cette affaire a débuté pour moi par un coup de téléphone de Franck Marie, qui avait préalablement été contacté par le principal témoin de cette affaire, très exactement le 29 mars 1998 à 19h, et qui lui a raconté, alors comment ce monsieur avait eu les coordonnées de Franck Marie. Quand il lui est arrivé ce qui lui est arrivé, il s'est précipité pour acheter des revues spécialisées et il a trouvé l'une des revues qui faisait de la publicité pour la Banque OVNI. Et donc il a immédiatement pris contact avec Franck Marie. Franck Marie, disons, n'était pas tout à fait disponible. Il savait que j'étais de plus proche que lui pour aller voir cette personne. Donc il m'a demandé si je pouvais prendre contact avec ce témoin. En tout cas, Franck Marie a assez bien résumé ce qui s'est passé. Donc le phénomène est intervenu le samedi 10 janvier 1998 à 7h30 du matin. Et la personne se rendait en voiture à un rendez-vous de chasse avec 3 de ses amis. Il y avait 2 voitures qui se suivaient. Dans la voiture qui suivait, il y avait un monsieur et son chien. Ils avaient rendez-vous avec une 5e personne qui attendait sur un parking tout en haut du village, du Ruel. Alors le village du Ruel, c'est comme beaucoup de villages, c'est très longiligne. Donc on entre par un bout, puis là l'extrémité parvient à une espèce de bois. Se termine en cul-de-sac, en quelque sorte. Il y a un parking, là, sur la gauche. À droite, il y a une maison forestière, il y a un rendez-vous de chasse, où ces gens-là avaient l'habitude de se retrouver. Alors, ces personnes
était déjà retraitée de l'aéronautique, mais avait de nombreuses, effectivement, connaissances encore dans la vie active, et c'était difficile pour elle de... Surtout, il y en a une de ces personnes, le principal témoin, qui était très impliqué, une fois de plus, au niveau de la base de Taverny, du centre de commandement nucléaire de Taverny, et donc cette personne requérait un anonymat absolu. À l'époque, le principal témoin a 62 ans, donc il était technicien dans le civil, dans la vie active, technicien supérieur de l'aéronautique, dans l'aviation civile. Et après avoir passé Pontoise, ils prennent à Génécourt la direction de Grésy-les-Plâtres, par la départementale 22. Lui donc conduisait la première voiture, une Peugeot d'un modèle récent. La nuit était belle, le ciel dégagé. Et c'est en arrivant près de Grésy-les-Plâtres que le témoin remarque au loin devant lui, une série de lumières près du sol, ce qui l'intrigue énormément, car leur disposition est tout à fait étrange. Alors, les voitures se approchent des lumières, et les gens qui sont dans la voiture se demandent ce que ça peut bien être, parce que c'est vraiment totalement inhabituel. Ils n'ont jamais vu un 14 juillet pareil. Cela ne ressemblait absolument à rien de ce qu'ils avaient vu par le passé. Ils n'avaient pas spécialement peur, mais ils étaient de plus en plus intrigués. Alors, ces lumières, c'était des panneaux lumineux horizontaux, environ de 5 mètres sur 3, posés sur une masse énorme d'un noir mat, dont l'envergure, effectivement, était d'environ 45 mètres, suivant les repères qui ont été pris ensuite. L'objet était juste au-dessus de la cime des arbres proches, qui sont hauts d'une vingtaine de mètres, et survolaient la route. Et le témoin dit que cela devait bien peser des milliers de tonnes. La voiture de tête ralentit, il ouvre la vitre pour entendre les bruits. Finalement, lui, il n'a rien entendu. L'objet était énorme, dissimulait vraiment la surface du ciel. Et sous l'objet, il y avait une partie centrale qui était de forme octogonale avec un trou au centre. Et alors, ce que m'a raconté le témoin, mais beaucoup plus tard, parce que ça, il ne l'a pas dit tout de suite, c'est que de ce trou est sorti un rayon lumineux, le fameux tube de lumière, un tuyau de lumière, en quelque sorte, qui a commencé à balayer la route en direction de la première voiture. Ce pinceau lumineux est arrivé au niveau de la voiture, et à partir de ce moment-là, tous les gens qui se trouvent dans les deux voitures perdent conscience de ce qui leur arrive. Ils ne savent plus une véritable anesthésie. Ils sont à peu près à 1300 mètres du parking où attend la voiture de leur ami. Et quelques minutes plus tard, selon les... Est-ce que c'est 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes ? Bon, peu importe, c'est à quelque chose près de cet ordre-là. Ces gens-là se retrouvent à l'orée du parking. Donc, ils ont parcouru environ 1300 mètres. Les voitures ont parcouru 1300 mètres au ruelle sans qu'ils sachent comment ils sont parvenus dans ce parking. Et ce qui est intéressant, alors, c'est de voir le point de vue de celui qui les attendait dans le parking. Alors lui, il confirme qu'il a vu une masse énorme le survoler au pas. À ce moment-là, au passage, il avait un toit ouvrant. Il voit tomber de cette masse énorme, je vais employer un mot qui paraît un peu poétique, mais c'est comme ça qu'il a vu des perles de lumière, comme des gouttes de lumière, de plusieurs couleurs, qui tombent sur sa voiture, qui éclairent son siège avec sa forme des taches qui ont des bords nets. Et cette pluie de gouttes de lumière continue, l'objet passe au-dessus de sa voiture, il regarde, et puis l'objet s'incline vers l'avant, il se dit,
il va se scratcher, il va s'abîmer. Il dit qu'est-ce qui se passe? Il comprend pas du tout ce qui se passe. Et d'un seul coup, il a le sentiment qu'un rideau noir tombe devant lui. Et quand il reprend ses esprits, il se retrouve face à ses amis qui sont maintenant arrivés sur le parking devant lui. C'est absolument comme dans les films, mais c'est ainsi que ça se produit. Alors Gérard Deforges, nous sommes à Aravilliers le 10 janvier au petit matin en 1998. Une partie de chasse tourne à une rencontre rapprochée. Et apparemment, là, vous venez d'évoquer un temps manquant pour les témoins. Alors de 3 minutes, de 8 minutes, personne ne sait. Un peu plus. Le témoin pense maintenant que ça peut tourner autour de un quart d'heure, voire 20 minutes. Alors, sur le coup, c'est assez étrange. Ces gens-là vont se retrouver, ils vont à peine évoquer ce qui leur est arrivé, et la journée, la partie de chasse va se dérouler, je dirais, normalement. Ils vont chasser, ils vont manger ensemble à midi, et ils ne vont pas évoquer pratiquement ce qui s'est passé le matin, apparemment comme si de rien n'était. Et ce qui se passe, c'est que, en fait, dans les jours qui vont suivre, le témoin principal va s'apercevoir qu'il a vécu un moment important parce que énormément de choses se passent en lui, et sur le plan physique, sur le plan physiologique, sur le plan psychique, aussi pour les autres témoins. Mais lui particulièrement, et je vais commencer quand je vais avoir la possibilité de lui parler, le jour où je rencontre cet homme, je suis d'abord très frappé parce que je me dis, mais c'est quelqu'un qui a de la chance. Il a vraiment beaucoup de chance parce que qu'est-ce qu'il est bien bronzé. Il a dû aller en vacances dans un pays chaud, à la montagne, et vraiment, il a un très très beau bronzage. Et quand je le reverrai quelques semaines après, ce bronzage aura totalement disparu. Et il aura une marque de bronzage beaucoup plus accentuée sur une partie du visage, en se penchant peut-être à la voiture, et par la fenêtre de la voiture, il y a eu un rayonnement qui a certainement provoqué cette accentuation. Et 13 jours après ce qui s'est passé, ce monsieur est obligé d'aller consulter un médecin. Un ophtalmo. Un ophtalmo, oui, c'est ça, c'est un ophtalmo, parce que il a une espèce de conjonctivite, quelque chose qui lui fait terriblement mal aux yeux et qu'il n'arrive pas à régler tout seul. Et il va nous montrer d'ailleurs le certificat médical qui fait foi de cette affaire. Et il va dire d'ailleurs au médecin qui va le mettre sur le certificat médical que c'est à la suite d'une irradiation. Oui, il prétend, pour ne pas inquiéter l'ophtalmo, il prétend que c'est une irradiation. Un aléa professionnel. Mais l'ophtalmo reconnaît que c'est possible. Il va lui donner un traitement en conséquence. D'ailleurs, au sujet des yeux, c'est assez curieux parce que depuis cette expérience, le témoin va nous dire, une fois que cette guérison sera produite, puis il va guérir heureusement, que sa vue est devenue extraordinairement perçante. Il a le sentiment que les objets lointains lui deviennent beaucoup plus proches qu'avant. Alors, est-ce que c'est parce qu'il regarde mieux, plus attentivement? Enfin, son métier le portait déjà à avoir un regard aigu sur toute chose. Et il est surpris lui-même toujours par la qualité de sa vision. Distante. À grande distance, oui, tout à fait. Les lumières dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était des lumières jaunes, rouges et vertes. Et alors, il va recevoir des messages qu'on peut appeler à caractère télépathique. Et il a le sentiment, il ne me donnera pas le détail de ces messages. Il paraît qu'il a écrit beaucoup de choses sur un petit carnet à lui, mais je respecte, disons là, son désir de ne pas communiquer tout ce qu'il a vécu. Mais pour lui, il y a un message, et ce message, il le relie directement au risque que la Terre encourt de recevoir
le choc d'un astéroïde. Il pense que c'est le message qu'il reçoit, que nous devons faire attention à un espèce de cataclysme de cet ordre-là qui pourrait menacer la planète. Bon. Oui, parce qu'il a eu une deuxième expérience depuis son balcon, de voir la Lune barrée d'une flèche indiquant un point de la galaxie, et de voir une étoile tomber comme en vol de feuilles mortes et exploser à la fin. Tout à fait. Et pour lui, ça signifie la Terre en danger. Tout à fait. Alors ça sera une deuxième vision qu'il aura, une deuxième expérience qu'il aura de chez lui cette fois, par sa fenêtre. Hein. Il a fait là aussi un dessin. Alors lui, apparemment, il dessinait déjà très bien, ce monsieur, le témoin, mais il est tellement minutieux, tellement exigeant sur la qualité du témoignage qu'il veut transmettre que, effectivement, il a pris des cours de dessin pour pouvoir représenter. Et là, j'ai ici des dessins qu'il a bien voulu me confier sur ce qu'il a représenté, donc. Qui sont destinés à la webcam, naturellement. Voilà, il y a celui-là, puis il y a celui-là aussi. Les gouttes de lumière. Ce que Spielberg appelle la montagne du diable, je ne sais quoi, c'est aussi colossal que dans le film Rencontre du troisième type, pour ceux qui ne disposent pas de webcam, c'est-à-dire immense, multicolore, émanant des lumières partout. C'était juste une image en référence au cinéma. Alors, cette affaire va être accompagnée de nombreux autres phénomènes. Dans le village qui a été survolé par, je n'aime pas dire engin, je ne sais pas ce que c'est, par ce phénomène, il s'est passé quand même quelque chose. On a plusieurs autres témoignages assez curieux. Dans ce village, il y a un personnage très important qui, ce jour-là, avait une réunion à 10 heures du matin. C'est une personne qui se lève très régulièrement à 6 heures du matin et ce jour-là ne pouvait pas louper cette réunion. S'il y avait un jour, elle nous a raconté où il devait se lever tôt, c'était bien ce jour-là. Eh bien, ce matin-là, elle ne s'est pas réveillée. Et elle est arrivée très 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 en retard à la réunion. D'autre part, toujours dans la même rue, alors là, c'est assez curieux parce que je suis rentré en contact avec cette personne dans des circonstances un peu étranges. Mon école, parce que j'étais directeur d'école en fonction à ce moment-là, et je faisais entretenir le photocopieur de l'école par une petite entreprise installée dans la commune. Et un jour, j'avais besoin de tonnerre pour la machine. J'arrive chez eux, et puis on me présente quelqu'un que je n'avais jamais vu dans cet endroit, un commercial, et qui me dit « Ah, j'ai lu dans la presse locale l'affaire d'Aravilliers, et il se trouve que j'habite à Aravilliers, et non seulement il habite à Aravilliers, mais il était conseiller municipal à Aravilliers. » Alors bon, on discute, et il me dit « Écoutez, j'ai un problème, je me rappelle très exactement du jour où c'est arrivé, parce que le jour où c'est arrivé, c'était mon anniversaire, premièrement. Et deuxièmement, depuis que c'est arrivé, ma petite fille de 2 ans, ne dort plus la nuit. Elle pousse des cris épouvantables et je suis obligé de la faire soigner. Je ne sais pas ce qui s'est passé. » Ici et maintenant, toujours avec Gérard Deforges, sur le cas de Aravilliers, en région parisienne. Nous en étions à ces événements, disons, complémentaires de la petite fille paniquée, disons, qui ne dort plus. Oui, cette petite fille, ses parents vont lui essayer de la distraire avec un petit objet qui est rangé dans l'armoire et dont elle ne se sert plus depuis longtemps, avec lequel elle s'amusait beaucoup, et qui fait des petits clignotements de lumière qui scintillent. Ça doit être un objet qui fonctionne avec une pile. Ils sortent l'objet de l'armoire, ils le présentent à la petite fille, elle pousse des cris redoublés, et elle désigne la fenêtre. Ah. On n'en saura jamais plus là-dessus, et bon, cette petite fille va être traitée, et va se calmer, et tout va rentrer progressivement dans l'ordre. Ah.
de ce point de vue. Elle était vraiment très 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 jeune. On revient au témoin principal, il continue à... Il y a énormément de choses qui se passent. D'abord, lui aussi, il sent dans ses mains des ondes d'énergie très puissantes qui le traversent et qui passent au travers de ses mains. Il m'a dit une fois, quand je vais sur ce parking, j'ai l'impression de recharger des batteries. Il y a quelque chose qui se passe sur ce parking pour lui. Et puis alors, il va se produire... Bon, je vais prendre un exemple. Un jour, il commence à avoir mal à la jambe, en haut de la jambe, à la cuisse, et il y a une espèce de clou qui va survenir. Et ce clou, il va être percé. Hein. Ce clou que vous appelez furoncle. Furoncle. Furoncle va être percé. C'est assez curieux parce que ce furoncle, il n'y a pas de pus qui sort, il n'y a pas de liquide, c'est sec. Par contre, de ce furoncle sort une espèce de... On pourrait comparer ça à une gélule blanche. Vous savez, ces médicaments qui fait à peu près 3 ou 4 mm de long sur 2 bons millimètres de diamètre. Il va dire qu'il va trouver que c'est quand même assez gros, même pour un furoncle. Et il va faire ce que font tous les gens qui subissent ce genre de choses. Enfin, pas tous, 98%, 99% des gens qui subissent ce genre de phénomène, il va le jeter. Hein. Avant qu'il soit ouvert, ce furoncle, il avait été palpé par lui-même et son épouse. Oui. Avant de l'ouvrir, il avait émis un craquement. Oui, c'est ça. Ah oui, tout à fait. Oui, bien. Vous avez bien lu l'enquête. C'est vrai. Il a senti un craquement, effectivement, tout à fait. Il s'est posé longtemps la question, il se pose toujours la question, était-ce vraiment un furoncle ? Par contre, ayant enlevé cette tête blanche, on va dire, il va ressentir comme une espèce de libération dans son esprit. Comme si cette espèce de tenaille, cette espèce de parasitage de son esprit qui le perturbait beaucoup depuis cette affaire, avait en partie au moins cessé. Et il va trouver qu'il y a vraiment une concordance entre le fait d'avoir expulsé cette espèce de germe et puis une espèce de sérénité qu'il retrouve et qu'il n'avait pas jusqu'à maintenant. Et il avait aussi un phénomène sur l'orteil gauche. Oui, il s'est plaint effectivement de douleur sur son orteil. Alors cet orteil a été examiné, radiographié, et rien n'a été trouvé de patent par le radiologue. Mais effectivement, il s'est plaint, oui. Non, parce que d'après le docteur Lair, les implants sont souvent localisés dans les orteils. On n'a rien trouvé. Mmh. Alors, effectivement, je suis resté en contact avec ce monsieur et c'était tellement fort ce témoignage que j'étais intéressé de voir les autres témoins. C'était très difficile de les avoir à cause de leurs occupations, à cause des circonstances. Et puis, je corresponds aussi avec un scientifique franco-américain qui est bien connu des gens qui s'intéressent un peu à la question, qui s'appelle Jacques Vallée. Jacques Vallée, qui est un des héros du film Rencontre du troisième type. C'est lui qui est interprété par le réalisateur François Truffaut, comme étant le savant français. C'est lui qui est représenté. Donc, Jacques Vallée me dit qu'il sera de passage à Paris bientôt. Et alors, circonstance étonnante, le jour où Jacques Vallée peut venir, qui est donc très intéressé par ce cas, tout le monde, sauf une personne, peut être réuni pour une enquête bis en quelque sorte. Et cette enquête bis va nous voir réunis donc tous autour d'une table chez le témoin principal et on va donc pouvoir approfondir la question. Oui, Gérard Deforges, donc vous vous rendez sur les lieux, tous les témoins rassemblés. On va être chez le témoin principal. Et là, on va approfondir déjà au niveau du témoin principal ce qu'il a vécu. Parce que ça, c'est tout à fait remarquable. Il s'est souvenu
de nombreuses choses finalement sans qu'il y ait besoin de faire appel, comme c'est pratiquement toujours le cas, à l'hypnose. C'est-à-dire sans aucune intervention de médicaments, de substances quelconques. Il se souvient très très bien d'avoir pénétré dans cet engin. Il dit de manière amusante, il dit, quand je suis passé, j'ai été transporté et j'aurais pu compter les boulons. Il se souvient très bien de traces grises qu'il analyse comme de brûlures, de température extrême subies par le métal au niveau de ces fameuses petites tuyères qui étaient autour de cet octogone, de ce grand trou central en forme d'octogone. Sous l'engin. Il dit, j'ai vu ça, et alors il se retrouve dans une espèce de salle uniformément éclairée, blanche. Et là, il va être confronté à une espèce d'entité dont il ne va voir en fait que la tête sous la forme d'une espèce de aume. D'ailleurs, c'est assez curieux parce que il y a un petit village à côté du lieu où est arrivée l'histoire qui s'appelle le Holm. C'est une espèce de casque, hein, avec le sommet est arrondi, il y a deux gros yeux, et puis il y a une espèce de rangée de dents qui sont jointives. C'est la forme d'un rectangle, hein, un peu comme un enfant pourrait représenter une rangée de dents. Ça ne bouge pas. Par contre, l'entité qui est penchée vers lui, il va y avoir un espèce de son phonétique qui va traverser ces espèces de dents. Il ressent qu'il y a une présence cachée d'autres entités. Et il va se souvenir d'un mot, Tobo. Alors, il ne comprend pas très bien ce que ça veut dire, mais enfin, il se souvient de ce mot. Voilà. Et puis, ce qui est assez étonnant, c'est que ce monsieur D va faire des recherches beaucoup plus tard, et il va trouver on a découvert une étoile il n'y a pas tellement longtemps. Je crois que c'est dans Ciel et Espace qu'il va trouver ça. 3 mois plus tard, oui. Oui, 3 mois plus tard. Et il va trouver que on a donné ce nom à une nouvelle étoile. Une nouvelle planète. Une nouvelle planète, oui, pardon. Une nouvelle planète. Planète extrasolaire. Alors, bon, c'est évidemment assez étonnant. Alors, il nous confirme cela. Et il va avoir le sentiment aussi d'avoir fait un grand voyage. Et d'être revenu, bien sûr. Il a vu les étoiles défiler. Enfin, il a le sentiment d'avoir fait un voyage extraordinaire. D'être parti quelque part, très loin, et il n'est pas resté sur place. Le tout en quelques minutes, absolument. 10-15 minutes. Oui. Alors, chez lui, on rencontre M. K, le conducteur de la Mercedes, qui était sur le parking. Ce monsieur a été autrefois contrôleur qualité dans l'industrie aéronautique, chez Marcel Dassault. Et ce monsieur n'avait pas pris connaissance du premier rapport qui était paru dans le numéro 349 de LDLN. Il n'avait vu aucun des dessins exécutés par le principal témoin. Et il nous dit ceci. Moi, j'ai entendu un bruissement d'air. J'ai vu des gouttes de lumière, vertes, rouges et jaunes, qui tombaient en faisceaux parallèles sur ma voiture et sur moi. Au travers de mon toit ouvrant transparent, cela tombait tout autour de moi, sur le capot de la voiture, peinture gris argentée. Hein. Cela formait des taches de lumière aux bords nets, grosses comme des pommes et aux formes irrégulières. Et M. K ajoute que sur la face inférieure de l'OVNI, c'était comme des guirlandes d'un arbre de Noël. Il n'est pas sorti de sa voiture. Il a vu plonger l'objet, de forme circulaire, et d'au moins 40 mètres de diamètre, donc il confirme ce qu'a dit le premier témoin. Et il lui a semblé, c'est ce que je disais tout à l'heure, voir descendre comme un rideau noir. Et il s'est dit, mais il va s'écraser. Puis il n'y a plus pensé parce que, en fait, il a perdu la conscience de ce qui arrivait. Ça, c'est manifeste. Il ne se souvient plus de rien après, sauf d'avoir vu son ami sur le parking. Et dans la voiture de M. D se trouvaient également 2 autres personnes
qu'on appellera Monsieur X et Monsieur JCJ, qui est patron d'une menuiserie employant 13 personnes. Et ce deuxième monsieur JCJ, se souvient d'avoir bien vu, comme son ami, les panneaux lumineux sur l'objet alors immobile. Il n'a pas vu la tuyère, par contre. Ébloui par les lumières, il n'a pas distingué la forme de la masse. Oui, parce que dans le dessin que vous avez vu tout à l'heure, on ne voit que les panneaux lumineux. Ce qui ne veut pas dire qu'il y avait les panneaux lumineux et puis rien derrière. Mais le témoin dit honnêtement, il y avait certainement une structure derrière, mais comme je ne l'ai pas bien identifié, que je ne l'ai pas vu, je ne veux pas représenter quelque chose que je n'ai pas vu. Je ne représente que des choses que j'ai vues. C'est pour ça que ces panneaux ont l'air suspendus comme ça dans le vide. Il nous dira d'ailleurs, Monsieur D, il nous dira que ces panneaux, pour lui, c'est du cristal, c'est du pur cristal, à son avis. Il a ressenti que c'était du pur cristal. Il nous le dira plus tard, ça. Et ce monsieur JCJ, les lumières lui parurent à facettes, non clignotantes, comme derrière un verre dépoli. Et ces lumières n'éclairaient pas le paysage. Et la puissance lumineuse lui sembla à cet instant être au minimum. Alors, un autre ami suivait la voiture des témoins et qui avait un chien dans son véhicule, un chien de chasse évidemment, un jeune chien. Et ce monsieur, il n'était pas là, mais on l'a eu au téléphone, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Hein. Et effectivement, il a découvert pendant la conversation que lui aussi avait eu des problèmes avec ses yeux, en parlant comme ça au téléphone. Alors lui, c'est un ancien directeur dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, spécialiste de la construction des tunnels. Il a noté que son chien, par contre, ne manifestait aucune réaction dans la voiture. Lui a vu les mêmes lumières aux 3 couleurs qui s'approchaient. Il s'est demandé si c'était un avion furtif. Il a peut-être vu une forme oblongue, il ne se souvient pas très bien. Et environ au niveau du panneau du ruelle, là où les gens de la première voiture ont perdu connaissance, en quelque sorte, il assimile ce qu'il voit à un gros nuage noir. Celui-ci semble croiser le véhicule en diagonale et il se souvient avoir prononcé la phrase suivante en arrivant au parking, quand il a rejoint les autres. « J'ai même ouvert mon toit ouvrant pour mieux voir. » Et il ne se souvient de rien entre le moment où il a ouvert son toit ouvrant, donc, et le moment où il est arrivé sur le parking. Il ne se souvient d'absolument rien. Il est dommage que toutes ces personnes aient des fonctions à responsabilité, si l'on peut dire, la considération publique, etc., au point que tous doivent rester anonymes. C'est quand même contrariant. Alors, je vais vous raconter quand même quelque chose. C'est que dans cette affaire, il y a une personne qui était psychologiquement pas en très bon état dans le groupe et qui l'est encore beaucoup moins maintenant. Quant au chien, qui était un très bon chien de chasse, depuis cet événement, il a été pris régulièrement de crises d'épilepsie. Et l'une des 5 personnes a la santé complètement défaillante. Complètement. On se retrouve dans un instant. Gérard Deforge, il n'y a pas que les chiens qui témoignent ou les événements médicaux, il y a aussi des objets anodins comme la montre du témoin. Oui, elle a été complètement déréglée et apparemment il n'a jamais pu la remettre, la faire remettre en marche. Elle n'a jamais voulu marquer l'heure exacte. Une montre à quartz pilotée avec une pile. Et la pile a dit. Ah, la pile. Horloger, j'ai montré j'avais un ami horloger, oui, effectivement. Vous avez bien étudié. Hein. Effectivement, je vais voir mon ami horloger. Il me dit c'est incroyable, j'ai jamais vu une pile
c'est comme si elle a été complètement vidée de son... Il y a rien, il y a plus rien. C'est un détail, mais qui permettra des recoupements avec d'autres affaires. Voilà. Ah. Alors, quant à la personnalité de ces individus, de ces entités, du moins de l'entité qui s'est manifestée, sachant qu'il devait y en avoir d'autres autour, c'est son sentiment, cette personnalité s'en dégage selon quelques expressions notées par le témoin, de sang-froid, dépourvu d'émotion. Et il a cette phrase disant « Ils ne sont pas méchants, mais... ils ne sont pas polis, mais pas si méchants. » Oui. Ils sont mal polis car ils ne préviennent pas quand ils viennent lui apporter ses il est très choqué. Il est très choqué de la manière dont ça s'est passé. Il m'a dit, moi, je me suis toujours attendu dans ma vie, ça c'est assez curieux à noter, à ce qu'il m'arrive quelque chose d'extraordinaire. Alors il me disait, il se savait prédestiné. Et peut-être que je vais gagner une somme formidable au loto, peut-être qu'il va m'arriver une histoire incroyable, mais il dit, alors là, qu'il m'arrive une histoire comme ça, je l'aurais jamais imaginé, bien sûr. Il avait de plus déjà des anomalies sanguines, c'était une personne qui avait déjà un corps assez différent de celui des autres. Ah oui, un taux de globules blancs exceptionnel. Oui. Une polyglobulie vraie. Oui. Tout à fait, c'est ce qu'il y a dans l'enquête, oui. Alors, apparemment, il l'avait probablement avant. Hein, c'est pas venu avec cette expérience, mais il y avait quand même déjà des particularités médicales hors du commun. Oui. Alors, il s'est senti un peu missionné quand même. Peu missionné et en même temps. Je veux dire que, franchement, s'il avait pu se passer de cette expérience, c'est une expérience dont il ne garde pas du tout un bon souvenir. C'est un homme qui est très équilibré, qui a vraiment, c'est quelqu'un de bien, hein, comme on dit. Hein. Mais ça l'a chahuté, ça l'a perturbé d'une manière terrible. Et je pense qu'il fallait qu'il ait cette force mentale, cet équilibre qu'il a pour résister au choc qu'il a subi pendant cette expérience. Ça, c'est certain. Le monsieur qui attendait avec la Mercedes aussi, un peu du même acabit, je dirais. J'ai eu d'autres contacts avec cette personne. C'est aussi quelqu'un de très solide et qui a digéré ce qui lui est arrivé. Mais les autres personnes s'en sont moins bien tirées, manifestement. Je ne peux pas donner trop de détails, mais c'est clair qu'elles ont subi un choc très important. Tout ça, c'est donc produit il y a 6 ans, ce qui veut dire que chacun des témoins peut un jour reprendre contact avec vous et se lâcher davantage. C'est pas exclu, disons. Alors moi, j'ai proposé à notre témoin d'essayer de faire une régression hypnotique. On a des gens sérieux qui peuvent s'occuper de ça. Non, il ne veut pas. Et dans un sens, c'est bien parce que c'est un témoignage tellement authentique. Il y a aucune on n'a rien forcé, je veux dire, dans cette... encore une fois, il n'y a pas d'hypnose, rien. C'est un témoignage spontané qui respire l'authenticité et la sincérité. Il y a énormément de choses. Alors, Gérard Deforge, il est très préoccupé de cette deuxième manifestation qu'il a observée, la flèche, l'immense flèche qui barre la Lune et qui semble indiquer un point de la galaxie. Oui. Et ça fait partie de son message d'essayer de prévenir le milieu des astronomes professionnels, indiquant une direction à observer par un des satellites d'observation pour peut-être y détecter l'astéroïde menaçant. Alors avec son fils, qui est féru en informatique, ils ont acheté un logiciel performant, effectivement, dans lequel ils ont entré les coordonnées de ce qu'ils ont vu, qui semble désigner un point du ciel qu'il recommande chaudement, effectivement, de surveiller, dirons-nous. Et c'est assez bizarre parce que peu de temps après est sortie une information, je ne sais pas si vous vous en souvenez, la NASA a parlé de la possibilité d'une rencontre. Alors bon, il y a eu les films astéroïdes, etc. Hein, mais enfin, il y a eu une information qui venait de la NASA disant que vers l'an 2020 ou 2022, il y avait de fortes chances qu'une grosse astéroïde vienne
en direction de la Terre. Alors pour l'instant, c'était pas, les calculs étaient quand même assez flous, mais que c'était quelque chose qui avait une certaine probabilité infime, mais c'est quelque chose qu'il surveillait. Oui, il y a 1 an à peu près, un bolide est passé à une distance équivalente à 1/4 de la distance Terre-Lune. Oui. 1/4 seulement. Oui. Et on nous l'a annoncé 48 heures après. Oui, il faisait, je crois, au moins 300 mètres de diamètre. Ouais. Et de tels objets, en fait, ne peuvent être détectés au-delà de 6 mois. Oui. Ça dépend aussi de la grosseur de l'objet. Mais enfin, même un objet de 200 ou 300 mètres pourrait faire quelques dégâts. Hein. C'est tout à fait certain. Donc, M. D est porteur de ce message un peu apocalyptique. Oui, il trouve que la communauté scientifique à laquelle il a pu avoir accès traite un peu légèrement son cas. Alors, c'est vrai que le CNES, au travers du CEPRA, s'il n'y a pas des trous de 30 cm dans le sol, s'il n'y a pas telle ou telle manifestation matérielle qu'on peut mesurer, qu'on peut toucher, qu'on peut photographier, qu'on peut identifier au niveau des traces radar, et encore il faut un certain nombre de paramètres qui soient dûment répertoriés, ne veut pas prendre en compte ce genre de témoignage. Alors ils ont raison, je pense, dans un certain sens, mais peut-être est-ce aussi exagéré en la circonstance, vu l'ensemble. Le nombre de témoins, l'ensemble des faits, et puis faits. les certificats médicaux, voilà. Ceux de Monsieur Velasco, du médecin aussi, des rapports médicaux. Oui, Monsieur Velasco n'a pas trouvé que ce cas était très 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 intéressant. Quoique en privé, il a quand même laissé entendre que c'était quand même peut-être intéressant. Il a fait passer un mois à sa secrétaire pendant une réunion, peut-être. Oui. Pour conclure ce cas, je dirais qu'un célèbre expert français des rentrées atmosphériques a dit à M. D en privé, on reconnaîtra ou non la personne à laquelle je fais allusion, si vous voulez vivre tranquille, il vaut mieux ne pas en parler davantage. Oui, je veux quand même ajouter quelque chose, c'est que Jacques Vallée, je lui rends hommage parce que à partir de ce cas, il a bâti une conférence très documentée qu'il a présentée à un aéropage de scientifiques américains dans le cadre d'un club très fermé de scientifiques de haut niveau, et que ce cas est archivé et a été reconnu comme étant du plus haut intérêt à la suite de sa conférence. Alors, je tiens quand même à le dire. C'était donc Gérard Deforge nous présentant le cas de Haravilliers. Gérard Deforge, on va rappeler que vous collaborez à Bankovni et à Lumière dans la nuit, et on va donc redonner les coordonnées, le moyen de se procurer Lumière dans la nuit. Jamais disponible en kiosque, toujours par abonnement. C'est ce qui en fait un point délicat. Le seul moyen, effectivement, est de s'abonner. Vous laissiez entendre qu'on pouvait avoir un abonnement d'essai, ou on s'en prend pour 6 numéros pour 1 an? Si on veut recevoir un spécimen, on peut? On peut avoir, oui, on peut demander un spécimen, oui. Bon. Par exemple, en se recommandant de moi, en disant, voilà, c'est de la part de Gérard Deforge. J'ai entendu l'émission de Gérard Deforge sur Ici et Maintenant. Voilà, soyez gentils, bien. Et l'abonnement est de 44 € par an. À l'ordre de Joël Ménard, ça s'écrit avec un S, Joël Mesnard avec un D à la fin, Joël Ménard. Lumière dans la nuit, BP numéro 3. Et le code postal, c'est 86 800 Saint-Julien-Lars. ARS, Saint-Julien-Lars. Voilà, ça c'est pour faire connaissance avec cette revue qui fête bientôt ses 50 ans, Lumière dans la nuit. Un travail constant, persévérant, dont Joël Ménard assure brillamment la direction depuis des années. Merci Gérard Deforge. Merci à vous.